Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de Oppo avec le Oppo Reno 2Z qui est donc le nouveau smartphone de la marque qui vient un petit peu être à côté du Oppo Reno 2 qui est donc le nouveau milieu de gamme qui va être assez vite remplacé apparemment par la Reno 3, mais on ne sait pas à quel point parce que on entendait déjà beaucoup parler, mais je pense que ça arrivera plus d'ailleurs en milieu d'année parce que ça va être remplacé à peu près tous les 6 mois, c'est à peu près le temps, comme à peu près tout le monde aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que ce Oppo Reno 2Z, il a comme particularité déjà, donc d'avoir toujours ce même design qu'on pouvait voir, qui ressemble énormément donc au Oppo Reno 2, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, ce qui est bien, et ce qui est quand même appréciable en soi, c'est qu'on peut le reconnaître assez facilement au niveau de l'occasion, par rapport à l'emplacement de la bille. On en reviendra sur la partie design. On a aussi droit à du Mediatek dedans, donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre de faire varier un peu les choses. Quand on sait que Samsung est en train d'un peu d'abandonner le marché à faire ses cœurs custom notamment et à avoir quelque chose qui est un petit peu plus standardisé et donc qui va laisser un peu plus de place encore à Qualcomm, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que Mediatek revienne un peu en force et revienne donner un petit peu de poids, et je pense que ça c'est dû au fait que les brevets 5G n'appartiennent pas à Qualcomm, mais ça c'est autre chose. Néanmoins, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va faire varier un peu le marché, il n'y a pas que Wiko qui va l'utiliser, et j'étais assez content de l'utilisation de ce smartphone. Alors forcément, on est sur quelque chose qui est un peu moins bon que le Oppo Reno 2, c'est évident, ici, puisque là on est sur un prix de 350 €, donc ce qui fait que c'est à peu près correct. Alors c'est le prix officiel, ça a pu baisser, j'ai pas regardé entre temps, ça a pu baisser, 350 € pour un smartphone qui, en gros, alors on va aller vers le côté Xiaomi qui est plus de la vente en ligne en soi, mais en gros on va aller s'attaquer au Xiaomi Mi 9T. Le Mi 9T reste moins cher en soi, mais en termes de spécification globale, c'est ce qui se rapproche le plus, en tout cas de ce qui est connu. Alors, qu'est-ce que ça donne réellement? On voit ça tout de suite dans le test. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un smartphone qui fait donc la même taille que l'Oppo Reno 2, c'est-à-dire 6.5 pouces en 19/9. Donc on a toujours ce design assez joli, que par rapport au Oppo Reno 2, il y avait notamment cette partie-là donc brillante au centre qui ressortait beaucoup plus. Ici ça reste plus léger, on est sur quelque chose de vraiment plus léger, donc ça va marquer par exemple la différence. On a ce 4 caméras qui est toujours présent, mais cette fois-ci en décalé, notamment. Alors si je vous montre ici, donc ce qui fait qu'en gros, vous avez d'abord la petite bille en céramique qui va permettre donc, en métal pardon, ou en tout cas un des deux, je suis bien renseigné, donc cette petite bille qui va éviter de faire rayer justement ces capteurs là, si jamais vous posez, vous avez toujours cette petite protection ici, qui cette fois-ci va être au-dessus, normalement elle est censée être dans le cartouche, ce qui donnait une certaine logique en soi, logique globale. Ici on a l'inverse, en fait ils ont fait descendre tous les capteurs et la bille en céramique qui est passée tout en haut, ce qui permet notamment pour l'occasion de faire cette différence et donc de pouvoir montrer cette différence. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais je préfère pour le coup forcément le Oppo Reno 2 qui passe beaucoup mieux, surtout qu'ici on va avoir le plus gros capteur qui va être ici au lieu d'être tout en haut, donc on n'a plus ce design assez joli qui faisait du plus gros au plus petit. Ici c'est pas exactement la même chose, je vais essayer de vous montrer de plus près, mais on peut voir que ça ne fait pas la même chose puisque ici on va voir moyen, grand, moyen, petit. Donc ça c'est une première chose. On a bien évidemment toujours le jack qui est présent ici, avec de l'USB-C, le haut-parleur bien évidemment. On va voir cette fois-ci donc aussi en termes de différence pour l'appareil photo. Ici, hop, vous pouvez voir donc un peu mon installation en même temps, mais on peut voir ici que donc le pop-up caméra ici cette fois-ci beaucoup plus classique, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à la partie ici, comme le Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, puisqu'on va voir un peu cette même chose, c'est-à-dire le fait que ce soit coloré. Donc on sent clairement que la cible est pour les jeunes. Là, on a la même chose pour le Xiaomi Mi 9T Pro. C'est la même chose, donc c'est intéressant. Par contre, le bruit fait qu'on a quand même l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Autre chose, donc le design, si vous voyez au dos, en fait c'est du bleu, mais c'est un bleu qui est très, c'est nuit presque noir. Ici ça se voit quasiment pas, mais en soi on a du bleu, et en fait on a sur les rebords comme le Oppo Reno 2, le côté bleuté. Mais encore une fois, le traitement est différent, ce qui fait que ça se voit beaucoup moins que le Oppo Reno 2, ce qui donne un design très classe,
ça va être beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Alors, ce qui est assez étonnant, puisque justement, on a ce pop-up qui a le côté coloré, mais le dos est beaucoup moins coloré. Ce qui est un peu étrange, parce que j'aurais mis le contraire, avoir peut-être quelque chose de plus sobre et plus sérieux sur l'Oppo Reno 2, et quelque chose d'un petit peu plus extravagant sur l'Oppo Reno 2Z qui s'adresse plus aux jeunes, qui est plus abordable et donc qui va être plus facilement acheté. Donc ça c'est une petite chose comme ça, mais c'est intéressant en soi. On a toujours bien évidemment ce petit cerclage vert ainsi que sur Power le bouton vert, puisque c'est la couleur de Oppo, donc la couleur verte sur ici le bouton Power, quelque chose que les gens apprécient d'avoir une couleur différente, je ne sais pas pourquoi. Néanmoins c'est présent. Au niveau de l'écran, on peut voir, on est forcément sur du full screen. On a forcément quelque chose qui va être un petit peu plus épais que ce que propose la concurrence en termes ici. Alors, je vais essayer de montrer quelque chose de blanc. Hop, ici. Ça va pas trop le faire, mais ce qui fait que c'est un poil plus grand. Forcément, on est aussi pareil, encore une fois, sur quelque chose qui est un petit peu plus, un petit peu moyen de gamme. Donc forcément, il y a un peu moins cet effort-là. On a les haut-parleurs ici. Alors d'ailleurs, ce qui est assez marrant et ce que je vois ici, c'est qu'on a la sortie du parleur ici, et au centre, donc c'est plein. Donc c'est pas un vrai haut-parleur tout en haut. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Vous pouvez le voir en fait. Ici, vous voyez, hop, vous voyez s'il veut bien faire la mise au point. Il l'a fait. Ici, c'est vide, et ici, c'est plein au centre. Ça se voit un petit peu. Normalement, à la caméra, ça doit se voir selon l'angle. Donc ça, c'est une petite chose marrante. Quelque chose qui fait quand même un petit peu plus esthétique, puisque c'est bien au centre, donc ça reste en soi, ça reste bien symétrique. Donc c'est quelque chose qui reste esthétiquement plus joli. On a le bouton volume qui est ici, qui est assez bas d'ailleurs pour avoir un bon contrôle. D'ailleurs, on peut voir que c'est prévu pour être une utilisation qui va être à deux mains, puisqu'on va avoir vraiment le bouton volume qui va arriver en tout cas sur mon pouce, et le bouton power sur l'index. Mais après, normalement, c'est pas trop difficile de l'avoir si vous l'utilisez à une main. Ça reste accessible, mais un peu plus chiant en soi. Après, on est sur un smartphone qui est de plus en plus grand. Le 6.5 est vraiment, à mon sens, ma limite de chez limite. Après, ça devient vraiment trop grand, et pourtant, j'ai apprécié les grands écrans, mais là, ça devient un peu trop. Globalement, en tout cas, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui, globalement, en design est réussi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris celui du Oppo Reno 2, qui a ce côté où les caméras sont sous l'écran. Enfin, sous le dos en verre, et donc ce qui fait que ça le démarque énormément de la concurrence, et pour le coup, ça lui donne un design assez original par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est une bonne chose, ils ne font pas comme les autres, et ça, c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Même à 350 €, ils gardent ce design un petit peu original. Au niveau de la surcouche, là on va être sur du ColorOS 6, donc quelque chose qui évolue, qui va être amené à évoluer aussi avec ColorOS 7, qui devrait normalement arriver. Ici, il y a encore des choses, notamment on peut voir ici des choses qui sont à revoir, parce que ça fait clairement pas esthétique et pas à la Google, où tout est censé accompagner, alors qu'ici ça va juste effacer, au lieu de accompagner aller en haut, tout simplement. On a toujours ce côté assistant intelligent qui est présent, que j'ai pas utilisé parce que c'est pas mon truc, avec beaucoup d'autorisation comme vous pouvez voir, mais qui va permettre la gestion des pas, les photos, voilà, vous avez différentes choses qui peuvent être intéressantes pour certains. Actuellement, nous sommes sur la version hop ici, à propos du téléphone, Android 9, version ColorOS 6.1, très exactement, pardon. Et donc, ce qui fait qu'on est sur la match de sécurité du 5 septembre. Alors après, forcément, il y en a qui vont gueuler pour les mises à jour, mais là, on est clairement pas exactement sur la même chose que ce que propose donc la concurrence. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, alors. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en soi? Vous avez bien évidemment un espace jeu, comme ce que propose... Si tu veux bien, voilà. Mais j'ai pas demandé ça. Alors, voilà. Donc on a l'espace jeu, je vais arriver, donc là avec l'autonomie qui est présent, l'intensité du signal Wi-Fi, on peut bloquer les notifications, la gestion, mode compétition, donc amélioration des performances, fréquence d'image, etc. On a le mode équilibré ou mode économie d'énergie. Donc si vous avez des gros jeux, c'est comme ça qu'il faudra plus l'utiliser. En soi, vous avez le verrouillage de la luminosité aussi, ajustement intelligent de la résolution, donc qui permet soit d'économiser de l'énergie, soit en tout cas d'augmenter les performances. L'optimisation de la fluidité, donc on a des petites choses qui sont en plus. Donc ça peut être sympathique. On a ici raccourci, on peut avoir le raccourci, donc c'est ce que j'ai fait. Les jeux qui peuvent être gérés, on peut choisir, améliorer les performances, et on peut masquer les icônes de jeu puisque ça va être géré dans la partie jeu. Après on a Soloop qui va être plus donc un système ici pour gérer tout simplement en fait les vidéos qu'on va faire, et donc on peut créer des vidéos par rapport à tout ça, il va nous créer automatiquement la vidéo. Bien évidemment, on a toute la gestion de Google au niveau des applications, donc ça c'est bien présent. Ici on va avoir droit, je vais descendre un peu la luminosité,
Voilà, la gestion un peu classique, c'est-à-dire l'analyse pour nettoyer, pour protéger, pour la gestion des paiements, l'antivirus, les composants, voir si tout fonctionne bien, etc. Bref, le truc classique que l'on a un peu partout, le gestionnaire des fichiers. Bref, on a le côté classique. Le design ici, alors ça, ce sera selon chacun, donc selon ce que vous préférez. Donc le design de la partie barre data ici peut rebuter certains. Donc on a le NFC de ça, mais c'est des grosses icônes pour le coup, ça fait pas du tout Google, c'est là où il y a un peu un manque d'esthétique assez visible et qui pareil est un petit peu étrange en soi. Donc après à vous de voir, je vais essayer de faire attention à la lumière qui est juste là, qui est un peu particulier en tout cas je trouve, et donc ce qui fait que ça devrait évoluer avec la version ColorOS 7, j'ai pas regardé à quoi elle ressemblait, mais ça devrait évoluer parce que c'est quelque chose qui clairement fait encore défaut. Par contre, par rapport aux anciennes versions ColorOS, on est sur une bonne évolution. Là, on va voir beaucoup de choses, un peu ce que je reproche aussi par exemple à MIUI, c'est le nombre d'options qui sont présentes à l'écran. C'est trop, c'est beaucoup trop. On en a beaucoup trop, aujourd'hui on peut les optimiser, on peut avoir quelque chose qui soit visuellement agréable sans pour autant en faire des caisses. Ici, il y en a vraiment trop. Si je dois en faire autant, ça fait trop en fait, ça fait lourd et c'est un peu particulier. Par contre, ça reste assez bien rangé. J'aime bien parce qu'on s'y retrouve à peu près bien globalement. Ça reste, il y a une certaine logique. Néanmoins, bah, c'est trop. C'est beaucoup trop. Après, la chose qui est bien, c'est qu'on va avoir pas mal de choix. Donc on va pouvoir gérer pas mal de petites options par-ci par-là qui devraient vous plaire. On a les modes avion, alors c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On a bien évidemment le NFC, en plus de ça, pendant que j'y pense en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer via Navigo, donc pour ceux qui sont en Ile-de-France et qui veulent utiliser leur smartphone pour passer dans les gares avec via Navigo justement, au lieu d'utiliser sa carte, eh bien vous pouvez. Donc c'est une excellente chose, je suis très content parce que je ne savais pas, surtout qu'on était sur de Mediatek, donc je me suis dit peut-être que ça aurait plus de mal ou qu'ils n'ont pas fait le boulot, et ils l'ont fait comme l'Oppo Reno 2. Ce qui fait que ce que j'ai pu remarquer, c'est juste que c'est un peu plus lent que ce que propose l'Oppo Reno 2 en termes de vitesse. Après, on est sur quelque chose d'un peu moins performant, on est sur un processeur un peu moins performant. Donc le temps qu'il aille chercher l'information, je pense, c'est surtout ça, ou juste le temps de réaction du NFC, je pense. Néanmoins, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. On peut voir qu'il réagit plutôt bien dans l'ensemble. On a 128 Go de stockage, je sais ce qui est large. J'ai pas vraiment grand chose à dire, forcément, par rapport au Oppo Reno 2, on a quand même un petit peu moins de rapidité, ce qui est logique puisqu'on est sur des performances CPU et qui sont bridées aussi par le fait que l'on soit sur le Mediatek qui est quand même un peu moins performant que que je dise pas de conneries, le 730, qui reste le plus haut en dessous des hauts de gamme de la part de Oppo. Alors que là, on est sur le Helio P90, qui lui est l'un des plus performants à l'heure actuelle chez Mediatek, mais qui est une mémoire un peu moins performante dans les choix qu'il y a. Il va y avoir plein de petites choses qui vont faire que ça va être un peu plus limité. Mais globalement, en tout cas, ça fonctionne bien. On peut le voir. J'ai pas senti de très très grosses différences par rapport au Oppo Reno 2, ce qui est une bonne chose en soi. C'est juste que je l'ai trouvé un petit peu plus loin, un petit peu plus d'accroche aussi. Donc, ce qui fait que, voilà, on peut voir par exemple ici l'accroche. Là, on peut voir que la fluidité n'est pas exceptionnelle par moment. C'est pas tout le temps. C'est ça qui est étrange. Alors, il faudra voir avec un petit peu avec l'optimisation. Je pense que c'est le fait qu'ils soient pas forcément. Les Mediatek ne sont pas utilisés au quotidien ou sont pas optimisés à mort parce que tous les acteurs aujourd'hui utilisent du Qualcomm. Donc c'est ultra maîtrisé, et puis même Google se base sur du Qualcomm pour faire aussi tout ça, donc ça simplifie. Ici, c'est du Mediatek qui est assez peu répandu en soi, surtout à l'Occident, donc ce qui fait que ça peut être un peu moins bien optimisé, ce que vous pouvez voir ici. Au niveau de l'écran, on est sur un écran donc 6.5 pouces, donc ici en OLED, donc comme vous l'avez vu qui est un OLED optique, 1080p bien évidemment, on est à 350 €, et ce qui fait que c'est un bel écran. On a d'ailleurs en fait le même écran que l'Oppo Reno 2, tout simplement, ce qui fait qu'il est très efficace, il est très joli, on a des belles couleurs, on a une belle luminosité ici, donc alors au minimum, ici ça reste quand même encore assez visible à mon goût. Là, vous ne le voyez pas. Et au maximum, on a quand même quelque chose qui est très visible et qui, globalement, s'en sort mieux généralement au soleil. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et les couleurs sont plutôt justes et on a à peu près le même réglage que pour le Oppo Reno 2. Donc ce qui fait que là-dessus, on va avoir une excellente expérience, surtout en plus de ça pour un smartphone qui est grand public. On peut gérer ici la température de couleur par défaut. On peut gérer ici, si on veut avoir en fait le début et quelque chose qui soit affiché, donc là on va pouvoir avoir l'heure ici qui va être affiché,
quelque chose que j'avais oublié complètement de le faire, parce que c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup. On a aussi la gestion ici, donc quand vous voulez, il est tard le soir, vous avez cette gestion-là, donc pour la partie noire, et vous avez même le noir et blanc. Donc ça c'est une bonne chose, vous pouvez même les cumuler, donc sachant que vous avez en noir et blanc et vous avez donc la lecture en fait de nuit, vous avez même le mode nuit en gros qui va afficher tout en noir et blanc. Donc ce qui fait que c'est assez cool, on va avoir pas mal de choix et ça a toujours été quelque chose qui a toujours été où ils ont toujours été attentifs et à faible luminosité aussi, ça peut réduire la fatigue visuelle provoqué par le sentiment à faible luminosité de l'écran, mais le bruit d'écran augmentera légèrement. Mais en gros, en soi, ça va être quelque chose qui va moins fatiguer, parce que vos yeux vont devoir s'adapter à un léger sentiment que vous ne verrez pas vous, en tout cas c'est quelque chose que j'ai jamais remarqué, en tout cas je pense que c'est même une sécurité qui est présente, et qui va permettre en fait de lisser un peu la luminosité, justement de bien gérer la gestion électrique de l'écran, et ce qui fait que ça va moins fatiguer vos yeux, sachant qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est, surtout pour moi, qui est importante, et moi ayant les yeux extrêmement fatigués, c'est toujours ça à prendre. Pour la partie sonore ici, donc on va aller chercher un petit peu déjà pour la partie ici, je vais prendre ça. Alors on est sur du monoparleur comme vous pouvez l'entendre. Il est plutôt correct au passage, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, en comparaison au Mi 9T Pro qui va être un petit peu sur la même gamme. En gros, on va avoir quelque chose qui est à peu près similaire d'ailleurs, donc c'est plutôt bien, sachant que c'est un smartphone qui va être un peu plus grand public, donc qui va être un peu plus cher en ayant des specs un peu moins bonnes, et ce qui fait que le haut-parleur est quand même très bon, on peut l'entendre, on a juste un petit peu moins de basse, mais ça se défend bien, ça se défend vraiment bien. Pour le jack d'ailleurs, c'est aussi le cas, il se défend vraiment bien, il est même très proche du Oppo Reno 2 en termes de qualité, sachant qu'en gros là, la différence qu'il y a par rapport au Oppo Reno 2, là où l'Oppo Reno 2 se base sur un DAC spécifique, un AK4376, qui a tendance à être dans le milieu de gamme assez présent, ici c'est directement c'est directement la puce qui est développée par Mediatek. Donc ce qui fait que eux, comme Huawei, font leur propre puce. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Et ils ajoutent à cela uniquement en fait un amplificateur, le TFA98XX. Le modèle exact n'est pas dit, en tout cas. Et ce qui fait que le son est vraiment bon, en tout cas pour le prix il est vraiment bon, sachant qu'il va fonctionner en plus de ça avec du Dolby Atmos, donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez sympathique, et comme pour ici, alors je vais dedans, comme pour la partie ici, l'Oppo Reno 2, on va avoir le même souci, c'est-à-dire le fait qu'il va il va être vraiment sympathique, qu'à partir du moment où vous aurez le Dolby Atmos d'activer. Sinon, il y aura quelque chose qui sera vraiment fade sans ça. Mais en tout cas, si vous mettez en mode musique et équilibré, vous aurez quelque chose qui est vraiment agréable, qui est vraiment sympathique à l'oreille. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu plus basseux pour moi que l'Oppo Reno 2, mais vous aurez vraiment une qualité sonore qui sera tout à fait correcte. Par contre, il aura tendance à, pour moi, un petit peu moins bien alimenté que ce que propose le Oppo Reno 2. Donc, ce qui fait que si vous avez des casques un peu lourds, il va être un peu plus limité que l'Oppo Reno 2, à mon sens. Mais en tout cas, il est très bon, j'étais assez étonné. Alors après, en soi, j'ai toujours été habitué à une bonne qualité audio de la part de Mediatek sur les parties, les puces. Là, en tout cas, j'étais bien étonné, surtout qu'il ait la même qualité quasiment que l'Oppo Reno 2. Si vous regardez même d'ailleurs le test de lait numérique, en termes de statistiques, de ce qu'ils ont noté eux par rapport à la façon dont ils font, c'est très très proche. Il y a même des petites choses où ils sont un petit peu meilleurs. En tout cas, dans l'ensemble, c'est très réussi. Pour la partie photo, donc là on est sur donc un quadruple capteur qui est un peu étrange d'ailleurs, puisque donc on a le principal qui est le 48 mégapixels, le IMX, pour le coup c'est le IMX 582 si je dis pas de bêtises, vu qu'on n'aura pas le 4K 60 fps, ce qui est logique. On a qui est en ouverture 1.7 au passage.
On a le 8 mégapixels en ouverture 2.2 qui est présent pour le très grand angle. On a, et c'est là où c'est plus étrange, deux capteurs de 2 mégapixels. Un qui va être là pour le mode portrait, donc ça c'est quelque chose dont on a l'habitude. Le deuxième étant en fait remplace le 12 mégapixels qu'on avait sur l'Oppo Reno 2 qui servait pour un zoom x2 optique, un vrai. Et non pas le zoom logiciel dans les 48 mégapixels, ce qui permet notamment d'avoir une meilleure qualité globale, même si ça peut bien se défendre quand c'est bien fait. Ici on est sur du 2 mégapixels. Donc c'est déjà un peu plus étrange en soi, déjà ça se voit que c'est un tout petit capteur, et c'est assez étrange. Après pour finir, donc on a le pop-up caméra, donc qui lui étant, je n'ai plus la référence, je vais vous dire justement après le petit souci qu'il va y avoir sur cette partie-là. Là c'est du 16 mégapixels, donc le capteur classique qui utilise en façade, qu'on a sur tous les Oppo et OnePlus dernièrement. Avant d'entamer et de vous montrer les photos, je vous conseille de regarder l'album pour vous faire votre propre avis. Clairement, sur ce smartphone, ça a été l'un des derniers smartphones que j'ai testé et j'ai pas été très emballé d'une part, et notamment les conditions et puis ma vie fait que j'ai pas eu réellement la possibilité de faire beaucoup de photos. L'hiver arrivant, c'est pas là où forcément ce type de smartphone à 350 € va être le plus à l'aise, et on n'a pas eu beaucoup de beau temps. Donc il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui le test de la partie photo sera très clairement très légère, et du peu qu'il y aura, je vous conseille plus d'aller regarder sur d'autres tests pour vous faire un avis. Parce que, alors c'est sûr qu'on est en dessous du Oppo Reno 2, face à la concurrence et notamment face au Mi 9T Pro et Mi 9T, j'aurais beaucoup plus de mal à vous dire ce qu'il en est. Bon, j'espère que vous ne paierez pas trop tous les cartons qu'ici, mais tant pis. Ce qui fait que sur la partie ici photo, qu'est-ce que je peux dire exactement? Donc ce qui fait que vous allez voir tout qui va s'afficher normalement. Là je pense qu'il y aura à peu près toutes les photos, parce que tout simplement j'en ai pas fait énormément. Alors 2 jours j'en ai fait très peu tout simplement parce que soit le matin ils étaient encore en train de se lever, soit il n'y a pas beaucoup de beau temps où j'ai pas eu du tout le réflexe de faire de photos. Il y a le choix, vous choisissez dans le tas la réponse qui vous convient le mieux. Bref, dans les photos de jour, j'ai trouvé que globalement, ils s'en sortaient plutôt bien. On est quand même sur le 48 mégapixels. Et le Helio P90, on sent qu'il est un peu plus limité quand même, ce qui est logique aussi, un peu plus limité que le Snapdragon 730. Après, c'est une logique que veut aussi Oppo, puisqu'on est sur une gamme à 350 €. Ça ferait mal qu'il fasse aussi bien, voire mieux de ce point de vue-là. Surtout que c'est un point important à mettre en avant aujourd'hui sur les smartphones. Ça, c'est une première chose. Mais le 48 mégapixels, en tout cas, s'en sort plutôt bien. On a aussi le très grand angle qui a des belles couleurs et globalement, on a une bonne colorimétrie globale. C'est-à-dire que clairement, on a quelque chose qui ressemble à peu près entre chaque photo. On a quand même sur le très grand angle quelque chose qui est peut-être un peu trop clair. En tout cas, c'est ce que je vois sur une des photos, la photo de l'appartement au loin, qui ressort très clair sur la partie très grand angle. On sent que ça manque quand même un peu plus de finesse par rapport au 730, ça récupère un petit peu moins de détails, c'est un petit peu plus grossier. Le x2 reste quand même assez propre et récupère un petit peu de détails, mais ça semble un peu moins bien. On sent vraiment que la partie photo, et notamment, je pense que c'est le processeur photo qui est dans le P90, est clairement moins gros que celui du 730 qui est là justement pour être juste en dessous des hauts de gamme, mais s'en sortir quand même. Et ce qui fait clairement il va avoir moins de temps pour faire le traitement de photo. Il doit y avoir peut-être aussi les objectifs liés à la caméra qui doivent être moins bons, et ce qui fait que globalement on va avoir une photo qui va être un peu moins fine et on va avoir un petit peu ce côté un petit peu plus limité de la photo. Donc ça va être une première chose. Globalement aussi, alors forcément qu'on va arriver sur des zones un peu plus sombres, on va voir un peu plus aussi forcément la différence. On est sur un capteur à 350 € et clairement on va avoir un peu plus de bruit. Le lissage limite un petit peu tout ça, mais on voit clairement qu'ils en ont pas fait trop, justement pour pas que ça devienne baveux ou que ça écrase trop les détails. Mais on sent ce côté bruit qui va arriver. Globalement, on va quand même clairement pas être sur la même chose que ce que propose l'Oppo Reno 2, que ce soit sur la qualité des couleurs ou sur surtout la finesse en fait. On sent clairement que niveau détail, il est quand même pas mal, quand même plus à la ramasse. Ça reste quand même logique, hein, dans tous les cas de toute façon. On est à 350 €. Je trouve que ça se défend quand même plutôt bien. Face à un Mi 9T, je pense que ce serait quand même inférieur, mais on peut quand même faire de belles photos. J'ai pu faire notamment une belle photo, alors de ce que j'avais regardé. Normalement, vous avez un bâtiment avec un coucher de soleil. En fait, c'était au moment où je sortais, donc vous voyez, il faisait déjà nuit. On a un HDR qui force peut-être un petit peu trop, à mon goût, sur cette photo-là. Mais on sent clairement par contre que au niveau des détails ça manque un peu. Par contre le rendu des couleurs est globalement assez bon et ce qui fait que ça passe plutôt bien. On a la petite macro sur le petit coca et la mousse, tout ça, et ce qui fait que je trouve que le mode macro est plutôt bon.
c'est plutôt fin, sachant que là, on a en x2 et en x5, et en x5, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc ça reste acceptable, c'est assez bien maîtrisé. Mais après, forcément, la plupart des photos que j'ai fait, c'était surtout de nuit. De nuit, ça se défend plutôt bien. On sent qu'il y a un lissage qui est quand même important ou qu'il a du mal à aller capturer les informations. Notamment où on a les décos de Noël qui sont présentes, mais on sent que ça manque clairement de finesse et surtout sur la lumière, il a beaucoup de mal à récupérer quelque chose de fin. Sur le petit portrait, on peut voir une photo qui va être très très jolie à regarder, mais qui clairement, là forcément c'est bien éclairé, donc forcément on va avoir quelque chose qui va être assez bien détaillé, qui va avoir un beau rendu et qui a des belles couleurs, donc ce qui fait que même si c'est un peu dégueulasse, c'est assez précis. Et comme vous pouvez voir, après j'ai pas fait beaucoup de photos, le mode nuit est plutôt bon, mais voilà, clairement après on est sur un smartphone qui est grand public comme je l'ai dit, donc après on va forcément être un peu plus limité en termes de détails. Il se défend globalement bien et si vous l'avez de toute façon vous serez quand même pas déçu, il peut quand même sortir de belles photos, il peut arriver à faire quelque chose de vraiment sympa. Mais clairement on n'est pas sur la même qualité que l'Oppo Reno 2 que je trouvais vraiment très sympa à utiliser, on n'est pas sur le même plaisir et clairement moi je le ressens tout de suite quand j'ai pas le plaisir de prendre en photo. Je fais pas de photos. Donc alors déjà qu'il y a beaucoup de choses autour qui font que j'ai pas fait beaucoup de photos. Ici, ça a accentué un petit peu tout ça. Et j'ai clairement pas eu beaucoup de plaisir à prendre de photos. Ça se défend bien pour un téléphone à 350 €, mais c'est pas extraordinaire non plus. Pour la partie vidéo que j'ai complètement oublié, que je fais jamais d'ailleurs, je vous conseille plutôt d'aller regarder d'autres tests. J'ai juste regardé. Alors, c'est stabilisé. On a une stabilisation électronique et optique. Je fais une petite vidéo que je vous mettrai tout simplement. Donc vous aurez la prise son aussi avec ce que j'ai dit. Donc pareil, il faudra regarder dans l'album pour la partie sonore. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt bon. La stabilisation est plutôt bonne. C'est plutôt pas mal. Alors par contre, je suis en quoi? Sachant qu'en plus de ça, on va avoir ah oui, là je suis en 1080p 30. Et je peux le faire en 1080p 60 ou du 4K. Alors en 4K, là, on va être... On a aussi la stabilisation qui est électronique et optique. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça se défend plutôt bien. Après, bon, là, c'est comme cela, mais ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Donc je vous conseille de regarder ailleurs. Sachant qu'on a aussi le mode la stabilité optimale activée qui va être, elle, encore plus poussée et qui va... Alors par contre, c'est fluide. Donc là, c'est plus pour le côté sportif. Donc c'est plutôt bien que ce soit présent sur un smartphone à ce prix-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Sachant que là, on sera en 1080p 60 fps. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Au niveau de l'autonomie, donc là déjà on est sur une batterie de 4000 mAh, donc ça c'est une première chose, on a exactement la même chose que ce que propose tout simplement le Oppo Reno 2, et comme la plupart des Oppo, ils ont tendance à mettre des grosses batteries, donc ça c'est une première chose. On a aussi droit à la VOOC 3.0, donc ça c'est une bonne chose aussi puisqu'on a la charge rapide. Dans tous les cas, sinon on aurait eu droit au Helio P90, la charge rapide de PMP Express, mais Oppo ayant leur propre solution qui est assez efficace, c'est plutôt bien, et donc ce qui fait qu'on va avoir une charge assez rapide, donc on aura donc 51% si je dis pas de bêtises, 51% en 30 minutes, donc ce qui est logique, quelque chose qu'on a de façon classique. Sur l'autonomie en elle-même, donc là j'ai pu faire par exemple 6h51, il me restait 21%, donc en gros on peut tabler sur les 8 à 9 heures avec, donc c'est plutôt bon quand on est sur une journée, sachant que c'est, moi je l'ai fait en une journée 10 heures, donc sachant que ça veut dire qu'en plus de ça, je l'utilise moins que d'habitude, donc je l'ai laissé une nuit sans le recharger, donc ce qui fait qu'il a mieux géré. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de désactiver la protection intelligente de la consommation d'énergie dans la partie batterie pour avoir un petit peu plus de peps, notamment dans les jeux, notamment par exemple Clash Royale, où dans l'interface de base, ça aura tendance à être lent. Néanmoins, voilà, on a pu faire 8 heures en 34 heures, en gros, donc c'est plutôt bien. Sachant que la veille est très très bien gérée sur ces Oppo, et notamment je trouve que c'est encore un peu plus entre guillemets agressif avec le Helio P90, donc c'est assez efficace, donc là-dessus vous aurez une bonne autonomie, on aura quelque chose qui sera très très similaire à ce que propose l'Oppo Reno 2.
On est maintenant sur Geekbench, donc il faut savoir qu'on est sur un Helio P90, donc pour le coup je vais aller un petit peu plus loin que les derniers tests. On est sur un Helio P90 donc, qui est un octocore gravé en 12 nanomètres, et donc là on a 8 Go de RAM en plus de ça, donc on est sur la même configuration que le Snapdragon 730, c'est-à-dire 6 cœurs en Cortex A55, et par contre 2 cœurs en Cortex A75, là où si je dis pas de bêtises, les 730 se basent sur les A76, et donc ce qui fait que déjà on a des meilleures performances côté 730, ce qui est logique. En plus de ça, on est gravé, donc comme je l'ai dit, en 12 nanomètres, ce qui fait que forcément on est un peu plus limité en termes de gestion des performances. Pour les performances en elles-mêmes, justement, on est sur du 393 points ici, donc si ça va bien, et 1482 points en multicore, donc ça en sachant qu'on est sur Geekbench 5, qui est un peu différent. Et pour comparer, donc on a le ici. Sur Geekbench Browser face au Redmi K20, donc le Mi 9T justement, on fait 524 points et 1624 points en multiscore. Donc forcément, on a quelque chose qui est moins optimisé, notamment sur les petits cœurs, on a quand même 130 points d'écart, ce qui est quand même beaucoup. Et par contre, en multicœur, on est sur quelque chose qui est un peu plus léger, on a à peu près 150 points d'écart aussi. Donc ça reste plutôt pas mal, sachant qu'en gros, face donc au Xiaomi Poco F1, que l'on voit ici, on est à 1439, pardon, donc ce qui fait que ça se défend plutôt bien quand même. On est sur quelque chose qui reste assez performant. On a deux différences de performance, je ne sais pas pourquoi, mais on a un Poco F1 et Pocophone F1 avec 300 points de différence quasiment. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais bref, en tout cas il se défend globalement assez bien. Mais encore une fois, logiquement, on est en dessous d'un 730, on est face plus à un 710 normalement. Donc c'est l'évolution logique du Oppo Reno qui était sorti avec un 710. Pour la gestion des performances, ici, donc avec Simple Browser, Simple Frontal Test, je suis fatigué, ça s'entend, je dis beaucoup de conneries. On est donc sur un score ici, le maximum c'est 151 Go IPS, donc ça défend plutôt bien. La moyenne étant de 146 et le minimum de 132. On perd 10% de performance, mais à seulement un certain moment, donc on a quelque chose qui va plutôt bien se réguler, donc c'est plutôt une bonne chose au passage. Voilà, comme ça vous verrez bien. On peut voir juste un petit creux à un moment donné sur les 15 minutes, mais qui revient ensuite. Donc globalement, on est sur 95 à 99% des performances, juste avec à peu près une minute où on va être à 90. Donc c'est ça qui peut un peu perturber, mais globalement ça va être ça. Donc ça se défend plutôt bien, ça se défend même vraiment bien, sachant qu'encore une fois, face donc au Snapdragon 730, on est en 12 nanomètres et pas en 7. Donc ce qui peut occasionner forcément plus de chauffe. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé forcément qu'il chauffait beaucoup, il se régulait assez bien, sachant que Mediatek, encore une fois, est plus dans l'économie d'énergie et donc va plus faire attention par rapport à ça. Sur la partie graphique, là on est sur un PowerVR ROG GEM 9446. Donc on n'a plus cette habitude, d'habitude on a les Adreno ou les Mali. Là, avec les Helio P90, Mediatek a décidé d'aller chez PowerVR. PowerVR est beaucoup utilisé notamment chez Apple. C'est pas quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup utilisé. On les avait sur les vieux Mediatek notamment, où on avait les PowerVR. Non, c'était quoi? Quel PowerVR était utilisé? Je ne sais plus. Mais c'est notamment en tout cas Apple qui les utilise aujourd'hui, là où la concurrence, côté Android, ne l'utilise très très peu au final, dans la réalité. En tout cas, pas côté Android du tout. Ce qui fait que, en termes de performance, alors, on va être sur les à peu près 1100. Donc 1100 en termes de performance, ce qui fait que c'est pas extraordinaire. On est en dessous du 730 qui aura tendance à aller plus vers les 1500. Et le 730G qui va aller avec 10-15% de plus, va être plus dans les 1600 en gros. Donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est en dessous, donc qui est un peu moins gaming là-dessus, en sachant que là je m'appuie juste sur un test via donc GFX Geekbench. Ce qui fait que là-dessus, ça occasionne forcément une différence. Si on compare aussi pour la partie autonomie, on est sur un petit peu moins de 4 heures, donc ça va consommer un petit peu, donc c'est là-dessus où ils ont fait des économies et qui rend le processeur Mediatek aussi forcément un peu moins cher. Globalement en termes d'autonomie, il va se mettre face au Moto Z2, face au Leco Pro 3, oui l'Eco, face pas l'autonomie pardon, les performances, face à l'iPhone 6S Plus, donc ça commence forcément à dater, un peu au-dessus du Mi 5S Plus, au-dessus du Mi Note 3 qui lui est un Snapdragon 660, donc forcément ça date un peu, sachant que le 660 ça reste quand même un plus entrée de gamme. Là on est à 901 contre 1100, donc on est en gros
à 15% de plus qu'un Snapdragon 660, ce qui fait que c'est pas ouf. On est un peu en dessous. Je vais voir si je peux trouver du 710 dans ce que j'ai. Face à le Mi Note 2, c'était un 835 si je dis pas de bêtises, donc là on a 1300 contre 1100. Après ça va être surtout des 800, on n'a pas de 710. Est-ce qu'il y a Mi 9 K20, si je mets K20. K20 Eh ben non. Mi 9T. Non, oh, bah, c'est nul. C'est toujours un peu bizarre, on n'a qu'une partie des trucs, mais on n'a pas les... Parmi les plus connus, il y en a quand même qui sont absents, on a que des vieux. C'est un peu chiant. Mais ce qui fait qu'en gros, voilà ce que ça donne. Mais c'est pas extraordinaire, ça se défend plutôt bien, mais on va le voir dans la partie jeu, notamment Call of Duty, un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Alors, première chose, sur Call of Duty, on peut être que en élevé. Forcément, là, on voit qu'on est sur la limite. On n'est pas sur la même chose que ce que propose la partie, le Snapdragon 730G en plus. La version G étant un peu améliorée de ce point de vue-là. On va ressortir un peu plus l'écran. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. On va essayer de jouer avec ce nouveau plan. Il faut pas que je fasse trop. Et on va essayer comme ça. En soi, c'est plutôt propre. Là, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas joué à Call of, mais n'étant pas gros joueur mobile. Mais vous allez voir, je vais essayer de vous montrer rapidement. Voilà, on peut voir que c'est déjà... Alors déjà, c'est très fluide. Malgré qu'on est que en élevé, etc., ça reste quand même bien fluide. On est avec l'anti-crénelage activé. J'ai tout mis, tout ce que je pouvais. Donc, je vais vous remonter les graphismes rapidement. Hop. Hop. Ça fait beaucoup plus amateur mes tests comme ça. Mais en gros, voilà ce que j'ai mis. J'ai mis tout en élevé, donc qualité et fréquence d'image. Donc on est en 60 et pas au maximum sur les graphismes. Profondeur et ombre et ragdoll et anti-crénelage d'activer. Et je me suis fait buter comme une grosse merde parce qu'il y a un mec qui campe. Et il est pas mort. Et je suis nul. Et voilà, je me suis fait niquer. Donc, j'essaie de ramener un petit... Non, ça va pas être mieux. Hein. On va faire comme ça, bon, on va avancer un peu parce que ça sert à rien, on va se faire buter. C'est bien parce qu'on a les mêmes joueurs de Call of Duty. Sur les plateformes, c'est la même chose. Ça a changé. D'habitude, je faisais plus de frags. Là, j'en ai pas fait un seul pour l'instant. Peut-être changer d'arme aussi. Hein. Alors. Mais globalement, en tout cas, l'expérience est plutôt bonne. Je m'attendais à peut-être pire. Mais après, on est sur du 1100, donc on est un peu mieux que ce que propose... Putain, mais je bute personne, là. On est un peu mieux que ce que propose le 660, on sent qu'il est un peu plus limité. On va faire comme ça, on va changer, on va prendre quelque chose d'un peu plus fun sur l'approche, et on va défourailler. On y croit ou pas du tout? Moi non. Et voilà, premier frag, j'avais juste pas la bonne arme. Ah bah oui, mais bon, là, s'ils se mettent à mettre ça... Je vais essayer de vous montrer comme ceci, mais c'est pas très pratique pour jouer. Là, je ne vois rien. Mais bon, globalement, voilà, ça se défend bien. Ça se défend bien. J'ai pas trop de soucis liés à ça. Vous pourrez jouer de façon décente à la Call of Duty avec vos potes. Globalement, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, que penser de ce Oppo Reno 2Z? Eh bien, alors forcément, on est en dessous du Oppo Reno 2, c'est logique. Globalement, je trouve quand même que ça reste un bon smartphone équilibré. D'une part, la première chose qui va être vraiment appréciable dans les 350 €, 300 €, il va descendre sûrement, c'est déjà son design qui est réussi, qui est propre. On a cette caméra pop-up qui est super bien intégrée au passage aussi. Le design qui quand même se démarque, il faut le dire, hein, de toute façon il se démarque. Du fait qu'il soit uniforme, il n'y ait pas les caméras qui ressortent, ça ressemble pas aux emplacements de tous les autres sur le côté qui est à part, qui ressort dégueulasse. Ici on a quelque chose qui est intégralement sous le verre, on a quelque chose avec même qui est pensé pour pas que ça se raye, ou en tout cas minimum au niveau des caméras. On a cette sobriété qu'il y a globalement, le lecteur d'empreintes sous l'écran, même si c'est à peu près normal aujourd'hui, avec ce côté full screen aussi.
le côté OLED, déjà tout l'extérieur est vraiment très proche de ce que propose le Oppo Reno 2 et on a quand même ce design vraiment un peu de qualité, ça c'est une première chose. On a aussi la qualité du fait de l'autonomie, puisqu'on a le VOOC, on a les 4000 mAh et c'est bien respecté. On a le processeur, le Mediatek qui, pour ceux qui ont peur, eh bien n'ayez pas peur. Tout se passera bien, vous inquiétez pas. Globalement, on peut le voir, même sur du Call of Duty, ça gère plutôt bien. Donc c'est, même si au niveau, on est un peu plus limité, mais globalement, on le voit, je fais du 60 FPS en mode élevé. Donc c'est pas au maximum, mais en mode élevé, c'est assez propre, c'est fluide et ça tourne bien. Avec l'anti-crénelage, tout ça. Donc on peut voir que même niveau jeu, ça va plutôt bien. On a les 128 Go de stockage, on a les 8 Go de RAM. Donc même pour ça, au niveau de la RAM et au niveau de la ROM, vous avez quand même pas mal de choix. Vous avez l'autre particularité qui devrait plaire à certains, c'est-à-dire d'avoir 2 SIM plus la carte SD, ce qui est une bonne chose aussi, c'est quelque chose que j'avais parlé donc, dans ma prise en main, ce qui fait que ça va être le petit plus pour certains qui ont tendance à avoir beaucoup de médias, qui ont tout sur une carte SD et qui en plus de ça ont la SIM Pro et la SIM Perso par exemple, eh bien vous avez ce smartphone qui est l'un des rares à pouvoir faire ça, les trois en même temps, ça c'est une chose vraiment rare. En général on a soit l'un soit l'autre, là on a les trois, donc ça c'est une bonne chose. On a le jack, mais ça c'est logique. Un jack qui est quand même de bonne qualité, qui est vraiment de bonne qualité. Donc là-dessus, moi qui suis chiant là-dessus, lui passe plutôt bien. Pour 350 €, vous avez un bon choix. ColorOS va être la chose qui va être le plus... qui va diviser le plus en fait. Puisque ColorOS, c'est quand même une surcouche qui est un peu particulière. On a beaucoup de choses qui peuvent changer par rapport à Android pur. Et on a des choses qui vont encore évoluer avec ColorOS 7. On sent que c'est une surcouche qui est en pleine évolution, qui est en train de s'adapter à l'Europe. J'ai beaucoup de mal à faire mes phrases en ce moment, tout le long de ce test d'ailleurs. Mais on a quelque chose qui est en train de s'adapter déjà parce qu'on a le retour des notifications, ce que je disais notamment pour le Oppo Reno 2, ce qui est une excellente chose parce que clairement je comprenais même pas pourquoi c'était absent avant ça avec ColorOS 5 sur l'Oppo Find X, mais tant mieux que ce soit de retour. Mais on a quand même encore des choses un peu particulières en termes de design. Ça reste une surcouche assez chinoise qui va se mettre plus face à MIUI notamment, avec quelque chose qui reste esthétique. On sent qu'il y a une patte, parce qu'ils ont débauché un peu les mecs de Meizu, hein, pour rappel. Il y a cette esthétique un petit peu à la Meizu, mais ça reste encore un peu étrange, un peu particulier. Ils ont leur propre approche, donc ça permet aussi de se démarquer. Si vous voulez pas forcément du Android pur, quelque chose de différent, ça peut vous plaire. Mais il y a des petites choses qui, même moi, en termes d'esthétique, me choquent un petit peu. Donc après, à vous de voir, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ou non. Mais globalement, je le trouve équilibré puisqu'il va être complet. L'ASD, le Dual SIM, le jack, l'autonomie, l'écran, le lecteur d'empreintes sous l'écran, le pop-up, les caméras, on a le tout. On a le x2, on a le très grand angle, le 48 mégapixels, le mode nuit, etc. Donc on a un peu tout là-dessus. Il a pas vraiment de gros défauts. Ce qui est juste étrange, c'est d'être resté sur ce côté 4 caméras. Alors peut-être que c'est une histoire au niveau... Bah non, même pas, parce qu'ils ont dû changer quand même quelques petites choses. Pour moi, ils auraient dû rester à 3 caméras avec le très grand angle, les 48 mégapixels et le portrait, donc pour pouvoir bien détourer. Là, le 2 mégapixels en x2, je comprends même pas son utilité. Je ne sais pas si ça sert réellement. Ils l'ont gardé pour juste dire, hey, on a 4 caméras. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Donc c'est là où c'est un peu étrange. Même le haut-parleur en soi est plutôt bon, il se défend plutôt bien. Il y a, par exemple, Honor se défend beaucoup moins bien de ce point de vue-là. Donc globalement, il est quand même bien réussi. Je trouve que pour un appareil, sachant que c'est un smartphone qui est grand public, dans le sens où, pour le côté un peu internet, Xiaomi, tout ça, ils ont Realme. Realme qui est là avec le 5 Pro normalement, qui je crois ressemble un peu à ça en termes de spec. Ici on est pour le côté beaucoup plus grand public, ce qui fait que forcément, si on compare à un Mi 9T qu'on peut avoir à 280 €, oui, c'est pas un bon rapport qualité-prix par exemple, mais on n'est pas exactement sur la même cible, on n'est pas exactement sur le même mode de fonctionnement. Ici c'est du grand public avec du marketing, etc. Donc ce qui fait que forcément ça va être plus cher, on va être plus face à des Samsung Galaxy, notamment le Galaxy A50 par exemple, qui est la grande référence dans ces prix-là. Et face au Galaxy A50, forcément il est bien meilleur. Vraiment bien meilleur, que ce soit en termes de finition, en termes de le lecteur d'empreintes, de performance, d'écran, tout, pour faire simple. Donc ce qui fait que c'est plutôt bien. Je ne sais pas quels sont les concurrents du Galaxy A50 directement, mais il se défend vraiment bien de ce point de vue-là. Par contre, si on compare avec d'autres, même par exemple le Huawei Nova 5Z qui est en fait un Honor 20, là forcément ça va être un petit peu moins bon sur certains points, mais ça va être meilleur sur d'autres. Donc pour 350 € pour un smartphone dit grand public, il se défend bien, il a vraiment des atouts. Et même face à Xiaomi et ses deux Xiaomi, les Mi 9T et Mi 9T Pro, il arrive quand même à tenir sur certains points beaucoup de choses. Là où il va plécher le plus, en fait, c'est sur la partie photo et sur la partie performance, qui reste néanmoins très bonne.
J'espère que vous aurez apprécié ce test, je vous remercie, merci à tous ceux qui me suivent toujours sur Tipeee, merci d'être toujours aussi présents. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous avez YouTube, vous avez Tipeee, vous avez même plus simplement le partage. Vous avez les commentaires, l'abonnement, tout simplement. Et si vous êtes intéressé pour toute la partie audio, n'hésitez pas à regarder la playlist audio qui est présente en fin de vidéo ou de toute façon sur la chaîne. Donc si je vous conseille, puisque je m'oriente beaucoup plus là-dessus maintenant, c'est un des premiers tests de l'année. J'espère quand même que ce ne sera pas le dernier dans les smartphones, mais ça devrait se faire un peu plus rare. Donc je suis désolé pour ceux qui appréciaient beaucoup mes tests de smartphone, mais aujourd'hui on est sur quelque chose qui devient beaucoup plus uniforme en termes de qualité globale, de maturation en termes de smartphone. Donc ça devrait être un petit peu plus léger en tout cas. À voir, peut-être que je reverrai différemment mes tests, c'est aussi une possibilité. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui va changer. C'est le premier test de l'année qui devait arriver en fin d'année dernière. Mais voilà un peu le programme qui est prévu pour ceux qui n'avaient pas suivi les lives. Ça va être un peu plus léger en termes de smart, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.